C'est parti. C'est parti. Je parcours les villes et les continents à bord de mon joli petit train. Je le fais toujours en chantant. Je trouve ça plus amusant. Nous sommes donc sur Il était une suite, qui est un podcast qui entend revisiter, redécouvrir, revoir, ou voir peut-être, Ouais. les suites des films Disney qui bien souvent nous font cringer. Tu fais ça bien. Merci. Drick, t'as fait ça toute ta vie. C'est fou, hein. Est-ce qu'on annonce tout de suite que c'est dans une perspective plutôt de lecture féministe et queer? Et ouais, bah oui. Même si ça sera peut-être pas tout le temps le point de focus, ça peut être pertinent quand même. C'est de la grosse déconne, surtout. Wouhou. Montez tous à bord. Peut-être se présenter, c'est une bonne idée. Dire où on s'est rencontrés aussi. Allez, je t'en prie. Je suis doctorante en histoire du cinéma à l'université de Lausanne. Et je fais une thèse sur, dans une perspective genre aussi, sur un réalisateur suisse dont je tairai le nom, puisque personne connaît. Et on s'est rencontrés à un colloque à l'université de Lausanne. Et on a beaucoup ri, principalement sur des noms de chiens. Et après, on a eu cette géniale idée de faire un podcast ensemble. Et voilà. C'est très bien. D'ailleurs, big up à Bruno le Labrador que j'ai vu ce matin. Waouh. Ouais. Donc je suis Fanny Van Exaard et je suis docteure en littérature française, avec un petit pas de côté sur le cinéma aussi, même si mon diplôme ne le dit pas. Et j'ai soutenu une thèse sur les scénarios de Jean Cocteau. Je ne tais pas son nom parce que peut-être qu'on en parlera aussi quand il sera question de La Belle et la Bête, par exemple. Ah bah oui. Et donc j'ai lancé un peu cette idée parce que tout nous ramène toujours à Disney et aux références qu'on a depuis la plus tendre enfance et qui nous ont un peu pétris dans une forme de bouillie agrémentée de princesses et de, et de petits animaux parlants. Et je pense que c'est pas du tout novateur de s'intéresser aux perspectives un peu féministes ou gender chez Disney, mais finalement, pourquoi pas prendre cette question à bras-le-corps et nous amuser avec, indépendamment de ce qui a été fait d'ailleurs par le passé ou non. Ouais, c'est vrai. C'est surtout pour s'amuser, en fait. C'est surtout pour s'amuser. Ouais. C'est un beau projet fun. Ouais. Même si on n'a pas d'auditeurs. Non, c'est pas grave. Peut-être que nous pouvons avancer tout doucement vers le premier segment qui s'appelle Première rencontre. On reprend là une image un peu topique des contes de fées, le moment où les personnages se rencontrent, se découvrent. Et dans ce segment Première rencontre, il nous faut évoquer notre premier visionnage avec le film dont il va être question et comment il nous a façonnés, comment on l'a fréquenté au fur et à mesure du temps et quel est le rapport aussi avec le deuxième, puisque notre podcast s'intéresse surtout aux petits frères et petites sœurs pauvres des premiers opus bien souvent plus célèbres et à juste titre. Je te donne la parole donc pour parler de Pocahontas. Pocahontas, puisqu'il s'agit aujourd'hui de parler de Pocahontas. Quelle est ta première rencontre avec Pocahontas et avec Pocahontas 2? Alors, Pocahontas 1, j'ai vu, je pense, à sa sortie. Et je l'avais en VHS, donc je l'ai beaucoup eu. Et j'adorais, c'était vraiment pendant très longtemps mon personnage Disney préféré. Avec Mulan. C'était un peu les deux sur le même piédestal. Et le deuxième, je pensais ne l'avoir jamais vu, mais en fait, en le revoyant pour ce podcast, y a vraiment des moments qui m'ont parlé, notamment la séquence avec l'ours. Et j'avais un souvenir très vague
et très pas cringe, ouais, un peu cringe quand même, très bof bof quoi. Et puis même, ben c'est justement cette séquence là qui est, je pense, qui a dû me faire peur à l'époque. Mais on va en reparler, mais voilà, donc un souvenir très flou, mais un peu cringe quand même déjà, en le revoyant. Alors moi, c'est un peu la même chose parce que, pareil, on avait la cassette, avec, mon frère et ma sœur. On regardait beaucoup, Pocahontas et pareil, avec Mulan aussi, c'était vraiment le duo gagnant, je pense un peu moins pour mon frère, mais il y a quelque chose de très fort pour, des petites filles en tout cas, de voir, autre chose que ce schéma, de princesse passive qui ne fait que chanter, même si, on va en reparler sans doute, Pocahontas, chante quand même, pas mal, plus que Mulan et hem et donc je vais raconter une première fois ce, ce formidable défi que je m'étais, mise, sur moi toute seule, en 2007 ou 2008 je pense, alors que, j'étais en première année de lettres modernes et que, ma fac était bloquée par, une grève comme on sait si bien les faire en France et complètement désœuvrée. Donc je me suis dit: «Tiens, j'ai, quelqu'un qui m'a, très gentiment, passé un pack de copies, de films Disney. Je vais, me faire un marathon de toutes les suites Disney» et c'est là sans doute que j'ai, vu, la première fois Pocahontas 2. Heu, il s'est, mélangé, dans toute cette bouillasse de toutes les suites, nulles, hem, que j'ai ingurgitées sans, commune mesure à cette occasion et hem, mais en même temps, ça restait, disons que le défi était, lui-même plus fun que le fait de les regarder. Et donc l'idée, sur laquelle je voulais finir, c'est qu'en fait, je me suis plus enorgueillie, d'avoir vu tous ces, Disney, nuls, les uns à la suite des autres, plutôt que d'avoir pris vraiment du plaisir à les regarder. C'était plus un badge de souffrance et de sacrifice imposé à moi-même. Waouh, les mots sont forts. Et en même temps, c'est un peu, grâce à ça qu'on s'est rencontrés aussi et je t'ai dit: Ouais, «Tu sais quoi? Il existe un monde merveilleux dans lequel les suites Disney peuvent être valorisées». ouais. Et la proposition est passée d'abord pour un gag. Oui, J'ai reçu ça comme un gag. Et en fait, c'était une super idée, je trouve. j'en suis ravie. Ouais, franchement, bien joué. Merci. Merci à toi d'avoir, embarqué dans cette aventure. Ouais, mais avec plaisir. On passe au deuxième segment. Oui. Qui est très bref et qui s'appelle Formule magique. Bibidi boubidi bou. Elle a osé. Dans lequel, il faudrait idéalement qu'on réussisse à résumer le film dont il va être question. Hem, sans trop entrer dans les détails. Là, donc Pocahontas 1 a eu lieu. John Smith et Pocahontas se sont, Pécho. amourachés l'un de l'autre. Pécho. Et John Smith est rentré sur son bon gros bateau et le 2, Un monde nouveau, démarre sur, justement on retrouve John Smith. John Smith et Pocahontas sont séparés. Qu'advient-il? En fait, c'est le pitch de base aurait pu être bien parce que ça aurait pu, ça aurait pu être bien, mais dans un film documentaire et pas chez Disney, en fait. Parce que si on veut vraiment rendre compte de la trajectoire historique du personnage de Pocahontas, on ne le destine pas à des enfants. Ouais, c'est clair. Mais l'idée, sans doute, de base, c'était de, proposer, un film sur l'arrivée au Royaume-Uni de Pocahontas, à la cour de, Oula. c'est George V, non? Jacques Ier, Ah bah voilà, le bon Jacques. le bon Jacques, Jack. On passe, au gros morceau Yes. qui s'appelle Péripéties. Péripéties. Avec un petit bruit d'étoiles comme ça. OK, il faudra qu'on trouve un bruit d'étoile. Sinon, on laisse nous décrire les bruits, c'est aussi bien. Ça peut être bien aussi.
Donc je te laisse, commencer, à parler du début, parce que je vois que tu avais isolé, des indications sur, qui incarnait les voix françaises Oui, de tel et tel et tel personnage, donc je me suis dit que tu avais quelque chose à en dire. alors ce sera bref, mais oui. Alors, la voix française de Pocahontas, c'est une actrice française que je connaissais de nom, mais je ne saurais pas dire dans quoi elle a joué, mais qui est d'origine gréco-turque, alors que sa voix chantée, c'est une chanteuse française d'origine antillaise. Elle lui ressemble un peu. Ouais, je trouvais assez intéressant pour la voix parlée, de prendre une actrice blanche, mais pour la voix chantée, de prendre une actrice noire, avec tout ce que ça sous-entend peut-être voilà, de tirer vers le gospel, des voix noires qui sont plus portantes quand elles sont chantées, etc. Et puis une autre info que j'avais trouvée intéressante, c'était que la voix française de Wiggins, qui est un peu dans... Alors ça c'est dans le 1, qui est l'acolyte de Radcliffe, le grand méchant. C'est Elise Moon, donc avant qu'il devienne un peu connu en faisant la voix de Sid dans L'Âge de glace, qui est quand même un acteur qui est associé à une espèce de masculinité très filiforme, très fragile et très, pas absurde, mais comique. Il y a un côté un peu, efféminé, dont on peut se moquer. Voilà, exactement. Dans dans la conception, collective, malheureusement partagée, quoi. Voilà, et puis je trouvais que c'était assez drôle parce que dans son duo, donc dans le duo Wiggins-Radcliffe, donc deux masculinités qui s'opposent un peu, avec lui qui est très fort, une carrure très forte, et Wiggins qui est très filiforme. On retrouvait un peu ce duo de Elise Moon et Dieudonné. Donc voilà, je trouvais ça assez marrant. Et la voix française de Grand-mère Feuillage, qui est Annie Cordy. Ça m'a fait beaucoup rire d'imaginer Grand-mère Feuillage chanter Tata Yo-Yo. Peut-être que, c'est ce qui manque aux 2, en fait. Oui, je pense. D'ailleurs, Avec un accent britannique. Elle chante pas beaucoup dans le 2, Grand-mère Feuillage. Elle chante pas du tout, même. Non. Et dans le 1 non plus, elle chante. Ah si, elle chante. Si, elle a une chanson. Donc pour les voix, voilà, c'était ça qui m'intéressait. Un petit mot sur, le titre qui est, donc pas juste Pocahontas 2, mais qui est normalement, Pocahontas: Un monde nouveau. On peut peut-être souligner que le référentiel est inversé ou renversé parce que le spectateur, la spectatrice est invité à envisager, tout ce film, heu, véritablement depuis le point de vue de Pocahontas, où Londres serait, le monde nouveau, alors que, traditionnellement, on a tendance à parler des Amériques comme, le monde nouveau d'un point de vue, européano-centré. Et là, sa traversée, transatlantique, hem, donne un peu, le prétexte de cette découverte par les yeux de quelqu'un qui n'y a jamais mis les pieds, des villes européennes et notamment de Londres, sur laquelle, le film s'ouvre, avec, avant tout la maison de John Smith, qu'on découvre pour une fois dans son intérieur, comme s'il y avait une sphère domestique pour, un homme blanc, la sphère domestique possible, presque surpris de pas voir des posters de rock, de hard rock suspendus au-dessus de son lit. Mais John Smith qu'on vient, d'entrée de jeu, in medias res, arrêter pour trahison. Donc oui, un John Smith qui reprend un peu sa posture de héros blanc seul contre la corruption des autres Britanniques, notamment de Radcliffe, et qui arrive grâce à sa force et à son agilité à contrer les attaques de plusieurs gardes, mais qui tombe dans le vide face à la superbe bottine reluisante de Radcliffe qui le fait chuter. La chute dans le vide est très, Mufasa d'ailleurs, hein. C'est vrai, très dramatique pour pas grand-chose. Ouais, et surtout le film vient de commencer, calmez-vous les gars. Il y a pas de waouh! Est-ce que vraiment il y avait un précipice en plein Londres? Ouais, c'est fou, hein. Ouais, une falaise. Tu as la Tamise et pouf, la falaise.
Donc Radcliffe est encore une fois le grand méchant, pas de surprise de ce côté-là, le bon grand méchant qui reste le grand méchant. Entre-temps, j'ai trouvé que sa caractérisation avait, un peu évolué. Physiquement, il s'est encore amplifié, sa carrure prend encore plus de place et j'ai trouvé qu'il y avait un petit passage, par la petite sirène, notamment dans le traitement de ses lèvres qui étaient déjà un peu, fines sur le dessus mais charnues en dessous, mais qui là, sont un peu, dessinées, plus façon Ursula, Mmh. façon, glow up, de Drag Race All Star. Donc c'est le traitement All Star des injections dans les lèvres, façon, pour Radcliffe la drag queen. Et là, on accentue aussi sur un trait de son caractère qui est vraiment sa perversion, parce qu'il va, la séquence juste d'après, on le voit pleurnicher et embrasser la main du roi pour expliquer que John Smith est malheureusement mort. Et donc il y a vraiment cette comparaison dès le début du film, on reprend en fait une dynamique de confrontation qu'on avait déjà dans le premier entre Radcliffe et John Smith, avec un John Smith qui est vraiment érigé en héros, qui meurt dès le début du film. Et ce qui se permet aussi de créer un petit suspense pour la suite du film, puisque on a quitté le 1 en plein d'espoir en voyant Pocahontas et John Smith se rapprocher, mais se séparant parce que Pocahontas préfère le célibat pour rester auprès de son peuple plutôt que de le suivre, bien même qu'il soit blessé et qu'elle pourrait faire du care auprès de lui. Elle pouvait le soigner. On pouvait le soigner. Et là, il y avait de la place sur la porte. Oui, il y avait de la place pour elle. Et du coup, là, voilà, ce suspense de est-ce que John Smith est vraiment mort, que va devenir Pocahontas, est-ce qu'elle va se remettre de ce deuil? Attends, pour l'instant, elle le sait pas. Oui, c'est vrai. Pour l'instant, John Smith est hachu. Et qu'est-ce qu'il y a encore avant le générique? C'est le roi qui dépêche quelqu'un, à la demande de Radcliffe pour, ramener, c'est un propos un peu fumeux et que quand on est enfant, on comprend pas, mais apparemment quand on est adulte, on comprend pas non plus, pourquoi faire tout cet effort de traverser pour ramener une personne? Je crois qu'en 98, ils se sont dit que c'était facile de faire Londres, Nouvelle-Virginie et qu'on pouvait le faire pour ramener une personne. C'est OK. Et que ça coûtait pas extrêmement cher de le faire. C'était ouais. Mais puis on comprend pas non plus, c'est aussi un peu fumeux le truc de, on voit bien que c'est une manipulation de Radcliffe, qui se dit sûrement qu'il va ramener quelqu'un pour montrer combien les Indiens sont des grands méchants, mais on comprend pas trop encore à ce stade-là ses intentions véritables, quoi. Mais il veut toujours leur or. Oui, bah oui, bien sûr. Ne serait-ce que pour s'acheter des beaux habits. Oui. Violet. C'est queer codé, hein. C'est la mafia à la vente dans toute sa splendeur. Et d'aller chez le barbier pour se faire des petites moustaches bien fines. Voilà. Donc c'est ainsi que Rolfe est envoyé comme ambassadeur. Donc John Rolfe va chercher un ambassadeur en Nouvelle-Virginie et ce sera Pocahontas. Mais là, on avance un petit peu sur notre propos. Je vois ton petit message sorti directement en vidéo, pêche dès les premières images. Non, mais le générique est dégueulasse. Le générique est dégueulasse. C'est vrai que toi, tu as vraiment porté ton attention sur les petites feuilles. Oui. Qui sont normalement un peu des petites feuilles de chêne. Il y a cette dentelle un peu mignonne et dans des tons violets, orangés. Et toi, là, t'as tout donné. Tu t'es dit, ok, rien que ça, c'est chum. Bah, dans le 1, les petites feuilles, c'est genre un peu l'inconscient de Pocahontas. C'est beau, quoi. C'est son lien à la nature. C'est ce vent dans ses cheveux avec ses feuilles et tout. C'est hyper iconique. Puis là, dès le générique, ils nous foutent des feuilles dégueulasses, mal détourées. Qui n'ont rien à faire là parce qu'elles sont dead, les feuilles, à cette saison. En plus, ouais. Non, mais elles poussent le bateau.
Elle pousse le bateau. Les feuilles poussent le bateau. C'est pour que le bateau, il aille plus vite. Les bateaux moches aussi. Non, mais tous les plans sur l'eau, c'est horrible. La mer, enfin, on dirait du papier carton, quoi. C'est horrible. Non, je trouvais que dès le générique, vraiment, la patte graphique, elle est, voilà, c'est comme ça. Tant pis pour vous. Ça sera dégueulasse. Et ce qui fait vraiment transition, c'est le passage par l'océan. Et on arrive ensuite sur la frame de titre de générique qui nous présente le paysage amérindien tel qu'on l'avait pas encore vu dans le 1, complètement couvert sous la neige, comme actuellement la maison de Jeanne en Suisse. Dans les bois. Et cette neige contraste avec la fourberie à laquelle on vient d'assister à Londres. Donc il y a vraiment un choc des couleurs aussi, donc toute cette blancheur de la neige qui symboliserait peut-être une pureté symbolique retrouvée loin des fracas de la ville. Mais néanmoins, ce qui s'y passe, c'est quand même pas non plus si facile. Là, le début de l'intrigue de Pocahontas, dans sa tribu, en fait, tout est empêtré. Y a pas, l'exposition de l'intrigue n'est pas simple, n'est pas évidente, mais subtile. Elle est vraiment, «Vas-y, je prends mes gros sabots et je te dis ce qui se passe». Je pense notamment à la scène avec, Nakoma où, «Mais enfin!» et vraiment le jeu est absolument, remarquable de nullité. Ouais, c'est pas du tout appuyé, quoi. Donc on arrive sur ces plans enneigés et on découvre d'abord les personnages féminins Ouais, de la tribu de qui Pocahontas. portent des paniers sur leur tête remplis de récoltes. Donc il y a un côté très, représentation traditionnelle, Et puis, nos retrouvailles avec Pocahontas sont un peu comme ça repoussées. Et puis, on peut entendre aussi elles parlent dans leur langue de native. Donc ouais, c'est vraiment une mise en abîme comme ça une remise en abîme dans ce monde qu'on avait connu dans le premier, et avec que des femmes qui sont à la récolte. Et ici, Pocahontas, elle est un peu différente des autres femmes puisqu'elle ne participe pas à ces récoltes et que même elle vient déranger le travail de sa copine Nakoma en initiant une bataille de boules de neige. qui était déjà un peu présent dans le 1. À plusieurs reprises, Pocahontas vient interrompre la récolte du maïs que Nakoma est en train de faire. Il y a cette scène d'ouverture aussi très queer-codée sous la pirogue ou d'un coup d'un... Alors, je sais pas si c'est une pirogue, mais le nom de cette petite embarcation où elles se retrouvent toutes les deux. Et Nakoma est bonne joueuse parce qu'en fait, elle pourrait vraiment lui dire c'est bon, va-t'en. Ouais, surtout que là, y a tout qui se retrouve par terre, donc c'est vraiment Pocahontas qui impose ses envies sur sa pauvre copine. Mais elle n'a pas l'air très contente dans ce plan-là, Nakoma. En même temps, elle peut pas trop se rebeller parce que c'est quand même la fille du chef. Oui, mais elle a un peu un Il y a côté... quand même une oppression systémique qui vient de la classe. C'est clair. Nakoma, tais-toi. Non, puis Pocahontas est en deuil, donc il y a un peu ce côté... oh, elle m'agace, mais elle est triste, donc je la laisse faire. Ouais. Un peu une soumission comme ça, sentimentale, quoi. Et puis, je te laisse dire comment on découvre que John Smith est mort. La surprise, le spoil. Spoiler alert, John Smith est mort. Donc Pocahontas retrouve sa boussole, qu'elle garde tout le temps près d'elle parce que c'est très pratique dans un vêtement qui n'a pas de poche, de toujours transporter une boussole. Nakoma invite Pocahontas à laisser tout cela derrière elle. Et moi, je me disais que la boussole, du coup, pouvait servir un peu d'objet transitionnel, comme si, dans une autre période, elle aurait peut-être pris une photo ou un Polaroid de John Smith et elle l'aurait embrassé sous son oreiller la nuit. Là, il y a cette boussole qui symbolise John Smith absent. On apprend par Pocahontas et Nakoma qu'elles ont eu
la nouvelle de la mort de John. Mais moi, je veux savoir, comment ont-elles eu cette nouvelle? Existe-t-il un système de voie postale coloniale? Une façon de s'envoyer des télégrammes, de se faire parvenir des pigeons voyageurs peut-être, qui ne mourraient pas dans ce très long voyage, heu, par-delà l'Atlantique? Mais donc on a bien une ellipse temporelle qui est mise en place, mais elle est si longue qu'on ne sait pas trop si, on peut, penser que la nouvelle a traversé le temps et l'espace, heu et que des bateaux ont été dépêchés dans l'unique but d'apprendre à Pocahontas que son amoureux était, Quick Quick. Donc là, vraiment, il y a une non prise en considération des coûts humains et financiers et temporels qu'une telle entreprise, coûte. Des coûts qui coûtent, mais bon, bref. Ouais. Mais bon, l'amour, surpasse tout, hein, donc effectivement, il faut peut-être que Pocahontas soit au courant que son amoureux n'est plus et qu'elle peut désormais pleurer avec sa petite boussole. Mais l'amour dépasse toutes les frontières, Fanny. C'est vrai. C'est la magie de Disney. Moi, dans cette ouverture-là enneigée, ce qui m'a un peu fait rire, c'est le chien Percy, qui est l'ancien chien de Radcliffe, qui est resté auprès de la tribu, malgré que les Britanniques soient rentrés avec John Smith. Et on voit qu'il a énormément de peine à s'adapter, le pauvre, à ce paysage enneigé, parce qu'il tombe beaucoup dans la neige. Il a toujours sa petite fraise. Oui, c'est vrai. C'est son côté un peu coquet, malgré qu'il vit dans la nature. Hein. Mais là, il se fait vraiment bully par Meiko, le raton laveur. Et il se fait même claquer le cul par grand-mère Feuillage après. Enfin bref, il se fait vraiment bully par tout le monde. Et je voyais un peu une sorte de foreshadowing, donc une sorte de comment on pourrait dire en français, comme si il représentait un peu l'incapacité finalement des Britanniques à s'implanter de manière naturelle et de manière instinctive dans ce nouveau pays. Et on pourrait aussi voir un peu une justification un peu métaphorique de l'échec du futur de l'amour entre Pocahontas et John Smith, sans spoiler, attention. Puis c'est assez rigolo de voir que donc malgré qu'il a plein de copains, donc Meiko et puis Flit, le petit Oiseau-mouche, colibri. Oiseau-mouche, colibri, il reprend joie à la vie et il redevient un peu ce chien noble que du moment où il revient à Londres et qu'il ressaute dans un carrosse bien confortable, bien molletonné, qui porte d'ailleurs les couleurs de son ancien maître Radcliffe, donc le violet. Donc voilà, ce chien qui était un des grands éléments comiques un peu du premier avec Meiko. Il y avait déjà cette dynamique-là, un peu de bully. Donc voilà. Donc ensuite intervient la chanson Au seuil de mon avenir, qui est la chanson structurante du film, parce qu'on la retrouve aussi à la fin avec l'ajout d'un autre couplet, qui nous montre une forme de personnification à la fois des feuilles et de la boussole. Donc on voit bien qu'il y a la volonté de la part des scénaristes et des animateurs de tisser une continuité avec le 1, avec ce motif des feuilles qui interviennent non pas seulement façon graphique, mais aussi dans les paroles de la chanson. Et la phrase, l'interrogation « Qui devait me conduire où est la voix qui devait me conduire ?» Donc là, soit on peut la voir comme une personnification de la boussole, soit c'est la voix de John qui est désormais manquante, donc les deux. Ou est-ce que c'est la voix de Pocahontas elle-même qui s'est tue ou tarie, peut-être parce que John Smith n'est plus, mais ça veut dire que là, il y aurait une forme de correspondance ou d'identification au personnage de Pocahontas qui n'existerait que dans un couple, comme si elle ne pouvait plus exister en dehors de ce cadre-là. Si John Smith n'est plus là, elle n'est plus capable d'exister ou de trouver son chemin par elle-même, puisqu'elle se trouve dépossédée, désemparée. Il y a comme ça toute une interrogation qui se met en place dans cette chanson d'ouverture. Surtout que dans le 1, c'était vraiment donc le vent et ses feuilles.
qui avait amené Pocahontas vers John Smith quand il y a cette séquence où elle est auprès de Grand-Mère Feuillage, puis qu'elle a les mêmes interrogations sur sa place au sein de sa tribu. Elle comprend pas bien qu'est-ce qu'elle pourrait faire, comment elle pourrait être active dans sa vie. Et Grand-Mère Feuillage lui dit d'écouter son cœur, etc. Il y a toute cette métaphore avec le vent qui, en fait, l'amène vers le bateau et qu'elle confond les voiles du bateau de John Smith avec des nuages. Donc là, c'est un peu une reprise de cette chanson-là, un peu un clin d'œil pour ceux qui ont vu le 1. Mais je plains quand même ceux qui verraient le 2 sans avoir vu le 1. Oui, mais est-ce que c'est possible? Parce que il est sorti en VHS, le 2, et puis... Bah si, tu vas au supermarché, tu t'achètes la cassette, et puis tu te dis, tiens. Ah bah les pauvres, en effet. Alors après, il y a l'arrivée de John Rolfe, Ouais, tout à fait. la sortie de bateau, qui est attendue par des membres de la tribu de Pocahontas qui sont camouflés derrière des arbres. Donc il y a vraiment cette association entre les hommes de la tribu qui se fondent dans la nature, vs John Rolfe qui arrive et qui représente un peu la civilisation, qui descend de manière très majestueuse de son bateau sur un cheval qui est pas du tout dans un état naturel parce qu'il est lui aussi apprêté avec des vêtements et de la superficialité, on va dire. Mhm. Et on retrouvait déjà ça dans le 1, cet aspect un peu les hommes de la tribu qui sont très proches de la nature, qui sont tout le temps représentés dans la forêt, derrière des arbres, cachés derrière des arbres. Et là, ils sont vraiment en embuscade, hein, Ouais, presque camouflés, quoi. Il y a un... ils sont tout le temps en état de combativité un peu. Et puis là, il suffit qu'il y ait un mec qui bouscule Pocahontas pour qu'il soit déjà prêt à attaquer et à tuer tout le monde. Faut bien qu'ils servent à quelque chose si c'est les femmes qui font la récolte. Ouais, c'est vrai. J'avais pas pensé à ça. Donc c'est un peu, voilà, on met un peu quand même un stéréotype sur eux de méchants Indiens qui sont prêts à, à briser leur pacte de paix avec les Britanniques au moindre fait et geste et qui sont très voilà, violents d'instinct, quoi. Et on précise que tu as mis de géants guillemets autour de méchants indiens, parce que tu parles du stéréotype et pas d'un point de vue que toi tu aurais. Non, non, c'est mon point de vue, hein. Ça se voyait déjà dans le 1, mais c'était condensé dans le personnage de Kokoum, Oui, qui était vraiment l'ennemi le un beau peu. gosse agressif, celui qui Voilà. va trop à la salle. Et qui s'inquiète pour Pocahontas, qui pense qu'elle ne peut pas se défendre toute seule face à John Smith, et qui attaque d'ailleurs John Smith avec un couteau, parce qu'il embrasse Pocahontas, oh là là, scandale. Et il est pas vraiment, il est présenté, donc dans le 1, vraiment, il est présenté comme un peu ce guerrier sanguinaire qui défend sa tribu coûte que coûte. Mais il n'est pas vraiment montré comme vraiment un personnage négatif, parce qu'à la fin, quand il meurt, il a quand même droit à une grande cérémonie Oui, ça restait un personnage très révéré. ouais, célébré justement pour sa violence et pour son aspect guerrier comme ça. Mhm. En tout cas, Pocahontas est dans un état de révolte spontanée quand débarquent littéralement les Britanniques à nouveau sur cette terre déjà occupée. Parce qu'il y a quand même le fort qui a été construit et qui est resté en dur sur place. Donc la colonisation a commencé. Il y a une espèce de cohabitation, coexistence à laquelle on assiste de loin en loin. C'est pas sur ça que s'appesantit le film, évidemment. Mais en tout cas, on la voit vraiment être beaucoup plus dans l'opposition avec John Rolfe qu'avec n'importe quel autre Britannique colon qui est déjà là sur place. Et d'ailleurs, on comprend qu'elle est assez appréciée par les colons et qu'elle est un peu comme une figure de chef, en fait. Elle a même De médiatrice. ouais, de médiatrice plutôt, c'est vrai. Alors que Rolf, il est plutôt montré comme quelqu'un qui représente une sorte de pouvoir, mais qui est très, pas confiant en lui, mais un peu comme s'il découvrait un peu son rôle, parce qu'il est montré, il maîtrise pas son cheval,
C'est une assez forme de pouvoir chaotique. institutionnel dont il n'est que l'ambassadeur, c'est un délégué. Oui, Là où Pocahontas représente un pouvoir inné et respecté de façon unanime et sans concertation préalable. oui, C'est ça on presque le... pas parce qu'elle est la fille du chef qu'elle est respectée, c'est pour ses faits passés, bon, qui Oui, ont été permis parce que c'était la fille du chef. Mais néanmoins, son pouvoir vient de ses actions auxquelles les autres personnages ont pu déjà assister, là où John Rolfe se présente dans un pouvoir qui irait de soi, qui est tout à fait convenu, qui dépend d'une culture à laquelle il faudrait se soumettre sans réserve tout de suite. ouais. Puis le pouvoir de Pocahontas, il est de nouveau très associé à une espèce à cette forme de nature, de naturel, d'instinctif. Puis ça s'incarne par justement le cheval de John Rolfe qui désobéit à Rolfe dans le début du film. Puis après, il est offert en cadeau à Pocahontas parce que Rolfe se méprend, pensant que c'est Pocahontas la chef de la tribu, vu elle est acclamée par les colons en fait. Et quand il lui offre le cheval lui obéit d'office, alors que il vient d'être mis dans ses bras et il lui obéit Donc tout là, de suite. ça participe aussi à une forme de, pas d'animalisation ou de bestialisation, mais ce rapport systématique qui est fait entre les personnages amérindiens et la nature et les animaux participe quand même à cette assimilation de ces personnages à une forme de nature, de personnages sauvages qui s'oppose frontalement à la civilisation la plus conventionnelle, aux conventions abstraites que Rolf incarne tout à fait, parce que, il a cette idée très arrêtée de ce qu'est le respect, de ce qu'est le protocole. Donc il s'empêtre un peu aussi dans ces idées qui l'empêchent de faire lien avec les autres personnages. Ouais. Et après, alors quand il y a vraiment cette séquence où John Rolfe interrompt une cérémonie de danse dans la tribu. Donc il arrive un peu voilà, comme un cheveu sur la soupe. Et il est tout de suite dans une forme de conflit avec Pocahontas parce qu'il a vraiment des vues. Ouais, il a une façon de concevoir les femmes très datée et il pense pas que Pocahontas puisse incarner. euh, il dit elle n'est pas faite pour la diplomatie du seul fait qu'elle est une femme. Et il aurait préféré que de prendre comme représentant de la tribu un homme. Ouais, il s'exclame, les femmes. Ouais. Et on dit par ailleurs qu'il a l'honneur pour lui, donc il fait une forme de révérence à Pocahontas, s'incline devant elle et ce faisant pense que c'est bon, on peut s'en frotter les mains, ça suffit pour montrer qu'il la respecte et que leurs relations professionnelles peuvent commencer sur une base saine. Comme si cette petite révérence un peu flinguée sert absolument de carte de visite. Je suis un homme bien, crois-moi. Donc il y a une forme ensuite d'ellipse. Pocahontas accepte de monter à bord du navire qui la ramène vers Londres où elle sera ambassadrice pour son peuple auprès de Jacques Ier. Et on découvre ensuite l'arrivée à Londres. D'ailleurs, est-ce qu'ils arrivent par la Tamise? Comment est-ce qu'ils arrivent? Est-ce qu'il y a un quai vraiment où de tels navires peuvent arrimer? Je ne sais pas. Tant de questions techniques sur la navigation. C'est Restez clair. sans réponse. Et les premières images de Londres, c'est assez marrant de voir que on nous fout des images très traditionnelles de la bonne petite famille avec un papa qui réveille son enfant auprès de sa femme. Tout est Les femmes, convenable. les femmes sont associées vraiment aux tâches qu'elles font pour les hommes. Donc, on a une femme de ménage, on a une serveuse qui sert des guerriers sur une terrasse. Et les hommes, ils servent plutôt la monarchie. Donc, ils ont déjà des formes de, oui, du travail, quoi. Donc, des domestiques, des guerriers. Je savais pas comment on disait les gens qui éteignaient les lampes. Les lampadairiers, Les lampadairiers, voilà. les réverbériers, les éteigneurs de nuit. Donc, on nous place un cadre vraiment voilà, c'est ça la vie traditionnelle à Londres. C'est les gens qui travaillent, les femmes qui sont au service des hommes et la bonne petite famille traditionnelle. Et Pocahontas, elle arrive et elle perturbe tout ça en étant justement dans une forme très, de nouveau, associée à une forme d'animalité, parce qu'elle va grimper pour sortir du carrosse.
grimper comme un singe, hein, clairement. Elle est courbée, elle marche sur ses mains et ses pieds. Et après, elle va grimper sur le seul arbre de Londres, ce qui va créer vraiment une euphorie auprès de tous les gens de Londres. C'est le zoo en plein air, hein, c'est bien connu. Et d'ailleurs, elle a d'un coup d'un seul revêtu les vêtements qu'on lui connaissait dans le premier film. Donc, elle a délaissé sa petite tenue moumouteuse qu'elle portait en hiver en Nouvelle-Virginie. Et là, ça y est, on la reconnaît. Ça va, c'est bien, c'est enfin Pocahontas comme on la connaît avec ses gros seins et sa taille fine et sa D'énormes seins. mini-jupe, tout va bien. Et pieds nus, Et pieds nus, bien sûr. bien sûr. Donc ces images de Londres sont accompagnées de la chanson qui s'appelle Bienvenue à Londres et dans laquelle on entend une forme de refrain et on espère qu'avant ce soir on aura beaucoup de sous. Donc là, Londres est non seulement proposée comme une vision tout à fait traditionnaliste de la famille, mais aussi comme berceau et peut-être capitale du capitalisme Mm. dans une vision anachronique d'une forme de valorisation du travail. Et c'est toute la scène qui est traversée par cet anachronisme parce que on le trouve à plusieurs niveaux. Il y a évidemment le gag qui met en scène un personnage de Shakespeare. Parce que, évidemment, n'importe où est Shakespeare, c'est toujours super drôle, hein, on connaît bien ça. Shakespeare est connu pour être un bout en train. Et comme si le spectateur états-unien moyen n'avait que ce seul repère pour se représenter l'Angleterre dans son intégralité, qu'il faut Shakespeare pour ancrer le référent géographique. Mm. S'il y a Shakespeare, c'est bon, on est en Angleterre. Et cet élément anachronique permet un glissement temporel, une forme de brouillage historique qui autorise une représentation, un chouïa médiéval de la ville, donc qui s'oppose quand même à une forme d'industrialisation qu'on peut voir avec des rues pavées. Mm. Il me semble que les rues sont présentées comme pavées, il y a les Oui. lampadaires, les carrosses qui circulent, donc il y a une forme de structure urbanistique de la ville qui est néanmoins démenti par ce gloubi-boulga anachronique. Et la chanson contribue de surcroît à mettre en place une ambiance carnavalesque. Et on pense à ce bon Mikhail Bakhtin à cette théorie sur le carnaval, sur le bas corporel. Et j'ai trouvé dans cette scène, en fait, avec tous ces mélanges historiques, une ambiance qu'on retrouve aussi dans la séquence du Charivari, dans le bossu de Notre-Dame, comme si Londres ne pouvait être représentée que comme un Paris britannisé. Mm. Donc là, il y a un glissement de terrain. On va reprendre quelque chose qu'on connaît, qui a fonctionné d'un point de vue de l'animation et du dynamisme que ça supposait dans la séquence. Et on va mélanger un peu toutes ces références pour pouvoir se moquer en parallèle de la civilisation, de la société britannique. Et Donc il y a une forme de recyclage aussi d'un film à l'autre, d'une société à l'autre, d'une représentation urbaine à l'autre. ouais. Et le fil rouge un peu de cette chanson, ça appuie vraiment à fond sur de nouveau cette incompréhension qui existerait entre Pocahontas qui est native et les gens civilisés de Londres. Parce que voilà, il y a plusieurs voix dans la chanson et les voix des Britanniques, ils s'étonnent de voir Pocahontas voilà, dans une forme ouais, d'animalité de nouveau. On la présente vraiment comme une native qui aurait échappé à la corruption un peu de la civilisation occidentale, et notamment dans ce passage où elle s'étonne de voir que à Londres, les femmes viennent dans toutes les formes et les couleurs possibles. Donc elle a un regard très critique et très, peut-être pas critique, mais parce que c'est quand même, son regard est quand même toujours renvoyé à une forme de naïveté, mais elle s'étonne de voir la superficialité des femmes de Mm. Londres qui ont des robes avec des formes improbables. Il y a vraiment une exagération sur les formes de robes de cette époque-là. En même temps, ça évoque la technique de la teinte de vêtements, enfin du tissu, mais en même temps, c'est vrai que ça renvoie à une forme d'innocence presque enfantine et hyper crédule de la part de Pocahontas qu'on aime bien représenter comme celle qui s'émerveille de tout. Ouais, ouais, ouais.
qui crée un décalage en fait chez le spectateur ou la spectatrice parce que nous sommes habitués à voir les villes et les gens de cette façon et le fait qu'il y ait ce personnage de gros guillemets bon sauvage, bonne sauvage, permet de revivifier des images auxquelles on ne prête plus attention. Il y a une forme de poésie Mhm. que permettent ces personnages décalés en marge. Ouais. Après, il y a le retour Radcliffe, mais on en a déjà parlé. On peut enfoncer le clou sur Radcliffe. Où est-ce que c'était? Les moustaches de Radcliffe. Les moustaches de Radcliffe. C'est marrant de voir que Radcliffe, il est vraiment associé à une forme d'hystérie. Parce que là, quand Pocahontas le revoit pour la première fois, il arrive dans son carrosse à fond la caisse. Il fait s'envoler de la poussière, toute la poussière de la ville derrière lui. C'est les 24 heures du Mans. Mamam, grosse voiture. Ouais. Il y a un côté hyper idéal masculiniste dans le fait de de soulever la poussière avec sa voiture. C'est vrai, j'avais pas pensé. Mamam. Mais toujours ce côté très. Enfin, il a pas le temps, quoi. Il est là Non, bah, pour baiser tout le monde. Il a pas le temps, le mec. Donc, un côté quand même un peu hystéro sur les bords. Puis très. Ouais, très. Il gueule tout de suite. Il voit Pocahontas, il est là. Tout de suite, drama queen, un peu. Il y a un peu un il voit mélange. pas le truc. Là. Attends, on est passé sur tout ce que tu voulais dire sur la peinture sur les arbres. Ouais. Il y a ce petit détail qui m'a sauté aux yeux quand j'ai revu pour la deuxième fois le film. Que dans la chambre de John Rolfe, il y a une immense peinture d'un arbre. Je ne sais pas si c'est une peinture ou de la peinture sur verre, on dirait un peu. Enfin bref. Et ça me faisait rire de me dire, parce qu'on voit cette peinture quand Pocahontas, elle est en train de faire des essayages avec Madame Jenkins pour se transformer en femme correcte de la cour. Et elle fait irruption dans la chambre de John Rolfe en sous-vêtements, parce que bien sûr, elle n'a pas les codes de ce que c'est des sous-vêtements, elle qui à moitié nue dans tout Et le de film. quartier privé aussi. Et Qu'on oui, bien n'entre sûr. pas chez quelqu'un sans frapper ou sans se faire annoncer. Et qu'on rentre pas dans une chambre sans avoir une intention derrière la tête aussi, parce qu'il y a Mhm. cette idée-là. Et c'est là qu'on voit qu'il y a cette fresque d'arbre, et c'est un rappel un peu voilà, le fait qu'elle a été associée à, que les gens l'ont perçue comme une femme un peu animale, parce qu'elle a grimpé sur Mhm. cet arbre tel un singe, et on se rappelle de ça au moment où on voit cette fresque dans la chambre, et ça m'a fait me poser la question, est-ce que on attend de Pocahontas de garder cette forme d'animalité et de sauvagerie uniquement dans sa chambre à coucher quand Ou elle, dans celle de John Rolfe. quand elle conclura avec John numéro 2. Voilà, ça m'avait fait beaucoup rire de Donc voir ça. ces essayages vestimentaires interviennent quand elle est invitée à participer à un bal à la cour du roi. Et c'est un peu un rite initiatique. C'est une épreuve par le feu, s'il en est, parce qu'elle est invitée à ce bal pour montrer au vu de tous et de toutes qu'elle n'est pas une femme civilisée ou un être humain civilisé. Mhm. Et on comprend déjà à ce moment-là que c'est un peu une manigance de Radcliffe qui pense que Pocahontas sera pas capable de prouver qu'elle n'est pas une sauvageonne. Puis on comprendra plus tard pourquoi, mais donc on comprend que ce sera une épreuve du feu un peu, puis que ce sera difficile pour elle. Et donc elle se prête justement à ces essayages avec Madame Jenkins. Et dans cette séquence, je trouvais intéressant de voir à quel point la féminité, elle est représentée comme plein de gestes et de codes et d'artificialité à mettre en place, et que c'est justement pas inné pour Pocahontas, et que c'est presque absurde. C'est une féminité construite de toutes pièces, Bien pièce absurde par en fait. pièce superposée. Ouais. Il y a une superposition d'artifices et de structures qui vient la contraindre. Et modifier son physique qui nous est déjà présenté comme un physique parfait Mm. et fait dans les normes. Et là, on vient modifier, notamment avec les corsets et les jupons qui sont démesurés. Les rouleaux de bigoudi, Ouais, les coiffures la absurdes. poudre sur le visage. Et toute la chanson qui s'appelle Quand il vous verra a pour objectif premier de... C'est vraiment une chanson du male gaze, inscrite dès le titre. C'est Pocahontas ne peut exister que dans cette perspective, on note le futur, de sa perception par John Rolfe. Mm. Et il faut qu'elle devienne une femme telle qu'une femme britannique ne peut que se concevoir.
Il faut qu'elle se conforte aux usages et aux modes, mais qui sont plus que des modes parce qu'il y a vraiment une forme d'empêchement physique aussi dans ces contraintes vestimentaires. Ouais. Juste une petite parenthèse, si on entend des ronflements, ce n'est pas moi, c'est mon chien Miette. Bonjour Miette, bonne nuit. Il tape sa meilleure sieste. Donc, je pense que tu avais noté aussi qu'il y avait une forme d'ambiguïté dans Quand il vous verra, parce qu'il y a une forme de séduction qu'elle peut opérer sur John Rolfe, Mhm. et aussi une forme de séduction qui doit s'opérer à l'échelle de toute la cour, sur le pouvoir royal aussi, pour se faire accepter et par son extension, faire accepter son peuple comme ayant le droit d'exister. Ouais. Et c'est marrant de comparer alors les deux formes de pouvoir qu'elle a dans le film. Au début, on voit elle a un pouvoir auprès de sa tribu parce qu'elle parle devant une assemblée d'hommes, elle coupe la parole à d'autres hommes. On voit qu'elle est respectée et que sa parole a une valeur très forte parce qu'elle est la fille du chef de la tribu, etc. Et là, on associe son pouvoir vraiment à de la séduction et au fait de est-ce qu'elle va rentrer ou non dans une féminité qui est considérée comme hégémonique pour cette époque-là. Donc, ouais, il y a une espèce de perte de pouvoir parce qu'elle passe d'un pouvoir qui est très associé au masculin, le fait de parler en public, d'avoir une voix qui porte, et là, vraiment un pouvoir qui est ramené à une féminité presque essentialisante, enfin, oui, essentialisante. Et avec cette séquence d'essayage, on voit aussi que c'est une féminité c'est une performance en fait d'être une femme à cette Mhm. époque-là. Encore aujourd'hui. Oui, mais encore plus fortement là. Et ça renvoie ben, justement à toutes les théories de Judith Butler sur le genre qui serait une performance. Et on voit que même les animaux, donc les compagnons de Pocahontas, peuvent se prêter eux aussi à cette performance, puisqu'ils se font prendre par Madame Jenkins. C'est le running gag qu'elle voit rien sans ses lunettes, qui est tout en train de perdre ses lunettes. Donc elle applique du maquillage aussi aux animaux et ils ont pendant un quart de seconde un aspect plus civilisé, plus humain du fait qu'ils se prêtent eux aussi à cette performance du maquillage. D'ailleurs, c'est un running gag carrément validiste, hein, si on... Oui, et c'est très relou parce qu'ils le foutent partout. Note pour nos auditorices, nous sommes toutes les deux porteuses de lunettes. Et on l'a très mal pris, ok? On l'a très mal pris et en même temps, si on avait un raton laveur sous les yeux et sous les mains, on ne lui appliquerait pas forcément du fond de teint. Non, et on prendrait pas Fleet pour un flacon de parfum non plus. Bon, en tout cas, dans cette histoire de male gaze, le film nous invite à considérer Pocahontas désormais plus seulement comme la protagoniste, ou plus du tout comme la protagoniste, mais bien comme l'objet d'une nouvelle quête romantique Mm. par le biais de John Rolfe, qui était présenté au départ comme un personnage pas tout à fait un vilain. Ce n'est pas encore un vilain parce qu'en réalité, il y a une échelle qui se met en place entre Radcliffe, qui est le grand méchant, et Rolfe, qui n'est pas le plus bienveillant des personnages, le plus Mm. déconstruit des personnages masculins, mais qui se donne à lire sur cette échelle de valeur. Mhm. Donc il y a une forme de comparaison permanente qui se met en place. Et évidemment, à côté de Radcliffe, Rolfe ne peut paraître que comme un personnage bénéfique. Et ça nous fait un peu avaler la pilule de maintenant, Pocahontas ne peut être perçu que par ses yeux à lui et que comme un amant potentiel. Mhm. Alors que le point de départ de leur relation ne nous amenait pas à penser ça. Ouais, il y a vraiment ce sous-texte qu'on trouve partout dans le cinéma américain, surtout de enemies to lovers. Donc, au début, quand elle s'engage dans ce voyage pour l'Angleterre, il y a quand même une forme de défi. On voit elle est piquée au vif du fait que de la misogynie en fait de John Rolfe. Donc, c'est presque plus par défi par rapport à lui qu'elle s'engage dans ça que vraiment pour sa tribu. Bah, oui, c'est quand même une des raisons, mais il y a quand même ce sous-texte-là. Et avec donc leur relation de séduction et d'amour, ça commence vraiment là au moment où elle se prête en fait à la culture de John Rolfe par ses essayages et par le fait d'essayer de devenir une femme civilisée dans les normes. Il y a justement ce personnage de Madame Jenkins qui sert un peu aussi de médiateur en fait parce elle va aider Pocahontas à devenir la femme idéale pour John Rolfe. Donc elle lui indique notamment
ce que John Rolfe préfère chez les femmes. Et Donc, le spectateur ou la spectatrice n'a pas d'autre choix que de faire confiance à Madame Jenkins, qui est présentée comme un personnage sympathique, bienveillant, euh, humoristique. Donc il y a une forme de lien, de confiance que le spectateur ou la spectatrice place dans ce type de personnage. Et qui nous fait accepter peu à peu le personnage qui n'était pas acceptable à la base. Donc quand mhm, elle dit laissez faire mon Johnny, il vient de vous donner sa parole de gentleman, sa parole devient de ce fait inaliénable, comme si cela faisait de lui quelqu'un d'indiscutablement bon, et encore une fois, malgré tout ce qu'on a vu de lui et de sa misogynie depuis le début. Je pense qu'il y a un parallèle à faire avec le premier film de Pocahontas, avec le personnage de John Smith, qui n'est pas non plus forcément un personnage masculin alléchant de prime abord, mais qui est lui aussi toujours présenté en comparaison avec Radcliffe et qu'on accepte avant tout parce qu'il obtient une caution non argumentée et tout à fait arbitraire de la part de Grand-mère Feuillage, mhm, d'un côté, qui le trouve beau garçon. Donc on prend quand même en compte la parole d'un saule pleureur vieux de 200 ans. Et ça nous fait accepter ce Kevin. C'est OK. Et la caution également de la part de Meiko, donc le raton laveur, qui se met à apprécier John Smith, non pas parce qu'il le trouve beau garçon, mais parce que John Smith le nourrit en permanence de petits biscuits qui font que le raton laveur glouton cherche à s'attirer sa sympathie. Et pourtant, John Smith, à la base, est un soldat comme les autres, voire pire que les autres, puisque c'est lui, en premier lieu, qui met en place la métaphore filée de la terre sauvage à voir comme un cœur féminin mm, qui n'est sujet que de conquête. Et en fait, John Smith est d'abord présenté comme un beauf, comme un déserteur presque tir au flanc, puisque, souvenez-vous, il délaisse ses potes en train d'arrimer le bateau, puis de construire le fort en coupant lourdement des bûches pour aller faire un petit tour, découvrir le paysage, se dégourdir les papates. Et il affirme aussi qu'il n'aura aucun mal à exterminer les indigènes je cite, s'ils sont comme tous les autres sauvages que j'ai déjà combattus. Donc il mm, y a aussi une forme de violence qui est inhérente au personnage et qu'on a tendance à oublier dès lors qu'il a posé les yeux sur Pocahontas et que ben, cette meuf est bonne, je vais devenir sympa. Donc mhm. il devient un nice guy en fait. Ouais, Il devient un nice guy qui veut un cookie alors qu'il donne les cookies. Je suis très fière de cette blague de John Smith qui serait le citoyen du monde originel parce qu'il dit, lorsqu'il dit, moi c'est différent, je suis un peu chez moi partout même si je ne me suis établi nulle part. Donc c'est waouh. vraiment cette phrase de vieux lover alors qu'en fait il habite dans un parc municipal et il boit des, des bières et jongle avec des bolasses quand le soir tombe. Donc il y a... On se calme John Smith. Euh, Va donner un coup de main à tes potes qui se galèrent la nouille, laisse Pocahontas chez elle avec ses potes et tout ira bien. Et pour terminer cette petite digression par le 1, rappelons que Nakoma et Fleet sont par ailleurs les personnages de la précaution et de la méfiance à son égard quand ils se méfient de John Smith et prennent le temps d'apprendre à le connaître pour accorder leur confiance et dans le 2, Fleet retrouve un peu ce rôle aussi de porte, comment on dit, Mhm. de méfiance précautionneuse envers John Rolfe. Oui, ouais, ouais, Donc il y a ce même schéma chez Fleet. Donc Fleet, c'est vraiment le personnage de la raison, mais qui se fait écrabouiller à tout bout de champ. ouais. Et il se Et fait un peu amadouer par, comme tous les autres compagnons finalement de Pocahontas, par Madame Jenkins, qui est vraiment la figure maternante au possible, qui est tout le temps en train de proposer des thés à tout le monde, et qui m'a fait penser un peu à la fée dans Cendrillon. Elle est petite, elle a les c'est cheveux vrai. blancs, il y a un peu ce côté-là. Elle a ce petit capuchon, Oui, c'est la bonne fée gentille hein, ouais. qui veut juste materner les gens. Mais myope. Mais mi-up, oui, parce que bon.
les gens sont pas parfaits non plus. Elle a des traits physiques un peu moins pleins de bonhomie que la bonne fée de Cendrillon, parce que je crois que Jenkins, du coup, on ne voit pas ses yeux, donc il y a aussi une forme d'illisibilité Mhm. de sa part. Elle est cachée derrière ses grosses lunettes et elle a un gros nez. Oui, c'est vrai. Elle est quand même un peu plus dépeinte comme un personnage grotesque dont Ouais. il est facile de se moquer, alors que la marraine, la fée de Cendrillon, c'est tout petit nez. Alors elle a un peu d'embonpoint, mais c'est un embonpoint Mamie Nova, quoi. Mhm. Ouais, c'est vrai. C'est une mamie qui fait des gâteaux. Alors que Madame Jenkins, je sais pas, elle fait sans doute des gâteaux aussi, mais je pense qu'ils sont secs. C'était gratuit, pardon, Madame Jenkins. Aucun argument. C'est Si, c'est essentiel. le portrait avec les grosses lunettes et le gros nez. C'est la nerd originelle. Ah ouais, c'est vrai. On a oublié un personnage essentiel, c'est Outé. On en parle à la fin, non? Ok, ouais, ouais. C'est vrai que j'ai fait une grosse digression avec tous mes personnages. Non, mais c'est bien. Comment on reprend maintenant? Il y a l'aspect le plus raciste peut-être du film, le maquillage de Pocahontas qui se met une poudre blanche sur le visage et qui, une fois la poudre appliquée, se fait dire par John Rolfe qu'elle est très belle. Il y a vraiment cette association entre peau blanche et beauté du personnage principal, comme si jusque-là elle n'avait pas été belle puisqu'elle était pas noire mais brune. Euh, et là, on voit, ben, c'est peut-être l'exemple le plus parlant du problème de ce personnage de John Rolfe qui essaye à tout prix de changer Pocahontas pour la faire rentrer dans son fantasme européen de femme parfaite. Donc, scène qui m'avait pas, dans mon souvenir, pas tant choquée que ça quand j'étais petite, parce que bien sûr, il y a toute cette forme de comédie autour de la poudre qu'on applique à Meiko parce que Madame Jenkins voit rien, machin. Mais c'est vraiment très. Ouais, et puis, il y a un côté hyper satisfaisant de la scène d'essayage, parce que quand on est une petite fille, c'est jouer à habiller la poupée, tu vois. Donc, Ouais, c'est vraiment réduire aussi le personnage symboliquement très fort de Pocahontas à un objet qu'on peut habiller et déguiser ouais, selon ses envies. Donc il y a un côté, quand on est enfant, hyper enthousiasmant. Et la pilule passe d'autant mieux qu'il y a une chanson qui accompagne la séance de l'essayage et ces gags que tu as très bien, très justement souligné avec Meko et Fleet qui sont embarqués dans l'aventure poudrée par Mrs. Jenkins, mhm, mais qui est effectivement en réalité hyper. C'est vraiment une séquence hyper violente de transformation de soi pour satisfaire le fantasme de quelqu'un d'autre, d'un autre homme, et de toute une société auprès de laquelle elle doit faire ses preuves. ouais. C'est le moment aussi où elle doit retirer son collier. Ah oui, ouais. Et que c'est John Rolfe qui lui met un autre collier. Donc le collier, c'était dans le 1 associé à la mère de Pocahontas qui est morte. On ne sait pas pourquoi d'ailleurs. Non, un jour nous reviendrons sur l'absence des mères. Oui, donc ce collier qui est aussi visuellement, qui a une forme très aussi naïve en fait, visuellement, on a l'impression que c'est des plumes, on a l'impression que c'est des pierres qui sont semi-meubles et qui va être remplacé par John Rolfe qui va lui mettre un collier d'or et alors la pierre, je saurais pas dire, mais une pierre précieuse. Et il Mhm. y a vraiment ce Beaucoup truc plus de, intriqué, beaucoup plus fin. oui, ouais, techniquement plus difficile à réaliser, ce qu'on essaie de nous faire comprendre. Et il y a vraiment ce truc de, pour parfaire sa séduction auprès de John Rolfe, elle doit abandonner cette partie native qui vient de sa mère. Donc il y a la Mhm. rupture avec le lien avec la mère, la rupture symbolique du lien avec la mère pour devenir une femme séduisante auprès de John Rolfe. Ce qui aussi est très violent en fait, tout comme la Mhm. poudre blanche. Et ça clôture aussi ce truc très enfantin que tu disais avec la chanson et la séquence d'essayage. Là, on revient, ça se conclut vraiment par une danse. On revient vraiment dans des schémas très hétéronormés de la séduction, ça doit se passer comme ça, comme ça, comme ça. C'est très formel. C'est l'homme qui mène la danse. Elle est vraiment très passive dans cette fin de séquence, enfin, dans toute la séquence-là, mais c'est Et vraiment. puis dans la scène de danse dans le bal, à mon sens, marque l'instant où la séduction devient à la fois efficace et réciproque entre Pocahontas et John Rolfe. Ça cristallise quelque chose dans leur rapport l'un à l'autre. Mhm. Euh, et la chorégraphie et la mise en scène dans l'animation
m'a énormément rappelé la scène de danse de La Belle et la Bête, où justement il y a aussi ce rapprochement sans équivoque de La Belle et de la Bête. Donc là, est-ce que les studios ont été paresseux et ont recyclé les pas de la danse, la chorégraphie, le déplacement des caméras pour rendre compte de cette élévation aussi des personnages qui se transcendent presque par leur amour nouvellement compris, mais en même temps qui nous permet de nous interroger si on transpose Pocahontas, John Rolfe et La Belle et la Bête dans cette configuration. Qui de Pocahontas ou de John Rolfe serait la belle, qui serait la bête, et à quel point euh, la dynamique entre les deux personnages et dans ce schéma qu'on nous a martelé depuis le début du film de la bonne sauvageonne, etc., et de l'homme civilisateur, qui a le pouvoir à ce moment-là Mm. et qui l'emportera à la fin. Ouais. D'ailleurs, pendant cette scène de bal, il y avait quelque chose, moi, qui m'avait un peu marqué, qui était l'un des invités à la réception, qui passe pour un gag en second plan, qui est un vieux mec bourré qui permet, je pense, pour les studios Disney qui sont donc euh, aux États-Unis, de représenter une forme de décadence que les États-Unis associent volontiers aux Britanniques sur la vision de l'alcoolisme et de, et de l'outrecuidance, la Mm. démesure en soirée. Et donc, à ce titre, il faut peut-être rappeler que toutes ces blagues sur le zèle britannique, comme typiquement britannique, on met des guillemets, des R guillemets, le thé, l'alcoolisme, participent dans ce dessin animé à un point de vue qui vient de l'impérialisme puritain des États-Unis, dans un double discours très fourbe sur la question de l'impérialisme et ou de la colonisation. Mhm. Puisque là, les États-Unis se permettent de faire des pics sur l'impérialisme britannique sans se remettre eux-mêmes en question dans leur propre pratique qui est par ailleurs allègrement célébrée dans ce dessin animé. Ouais. Voilà, donc ce vieux bonhomme alcoolique, euh, c'est, je me suis dit, ben, dis donc, il en tienne une belle. Il y a aussi un côté un peu qui choque Pocahontas, puis que John Rolfe, ça permet à John Rolfe d'avoir un peu un côté protecteur qu'il n'avait pas forcément jusque-là. Il était très maladroit jusque-là, puis elle le dominait un peu plus sur les aspects justement physiques. Puis là, c'est un peu la première fois où c'est la pauvre petite demoiselle qui se réconforte dans ses bras. Mais comme tu avais dit avant, en fait, on lui Donc ça met. permet à Pocahontas d'être en position de soumission ou Ouais. de vulnérabilité. Puis c'est comme tu avais dit, on met plein de personnages un peu horribles de mecs autour de John Rolfe pour dire ah, en fait, lui, il est pas mal, John Rolfe. Alors que non. Bah non, non, Ah, non. pas ouf, quoi. Ce qui nous permet de faire transition avec le spectacle du magicien, qui est la séquence qui t'avait choqué Ouais. quand tu étais petite, et qui est accompagnée par la chanson Méfiez-vous des apparences, qui vise explicitement à diaboliser le personnage de Pocahontas, puisque la chanson affirme, donc c'est une chanson de Radcliffe, qui affirme un visage d'ange peut donner le change ou dissimuler le diable. Donc là, Radcliffe euh, joue aussi sur l'apparence de Pocahontas et essaye d'insinuer auprès de tous les participants au bal que il faut se méfier de Pocahontas et qu'en réalité c'est bien une sauvage. Il continue en disant la fourberie qui se dissimule à notre table, nous vous révélerons si vous êtes innocent ou coupable. Et là aussi, il y a un jeu de double entente, puisque en réalité, c'est lui qui manigance tout depuis le début, qui essaye d'être le maître marionnettiste Mhm. avec plus ou moins de réussite. Donc il prend le rôle d'un juge et la scène de bal se transforme peu à peu en procès de Pocahontas à son insu. Mhm. Et c'est très drôle que jusqu'à maintenant, Radcliffe a quand même été toujours associé à un personnage fourbe, mais aussi très fort à manier un peu les artifices autour de lui pour paraître comme un homme civilisé et très noble comme ça.
et que c'est de lui que vient la critique de, ben, il dit, voyez comme quelques artifices font d'un cauchemar un délice, en parlant de Pocahontas. Donc comme si lui, puisqu'il joue le même jeu de performance que Pocahontas, il est à même à voir clair dans son jeu et à pouvoir la démasquer, puisque lui aussi joue un double jeu. Donc en fait, ça les rapproche en quelque sorte. Le fait que dans cette chanson, j'avais l'impression que c'était la première fois où on rapprochait autant fortement Radcliffe de Pocahontas. Mhm. Il y a une insistance aussi dans sa chanson sur le fait qu'elle soit païenne, Mm. qui m'a frappée parce que ça suppose une conversation autour de la religion et de la foi de Pocahontas qui était complètement passée sous le tapis dans le 1. J'ai pas beaucoup plus de choses à dire sur ça, mais néanmoins, je trouvais que culturellement, toute cette histoire de la foi des tribus natives des Amériques n'était pas du tout abordée dans le 1, à part sous les traits de grand-mère feuillage peut-être, des esprits du vent qui ne sont pas représentés. Et là, le fait de l'étiqueter comme une païenne met en lumière ce contraste euh, avec une société civilisée où la religion est maîtresse. Ouais. Et de nouveau, c'est lui qui la critique comme païenne, tout en étant associé à un spectacle qui peut paraître comme païen, puisqu'il utilise la magie noire. Il est dans voilà, tout cet univers un peu de magie qui fait peur parce que qui est associé à une forme de religion un peu diabolique, quoi. Donc de Mhm. nouveau, je trouvais marrant que c'est un peu toujours, ils sont un peu toujours en reflet ces deux personnages dans cette chanson. Et justement, il critique Pocahontas sur le fait qu'elle arrive à, par des artifices, faire croire à tout le monde qu'elle est civilisée. Et là, on met quand même vachement l'accent sur le fait que c'est une forme de transidentité, parce que on prend le personnage de... Alors, c'est un clown qui, à un moment... C'est très rapide en plus, c'est Mhm. quelques secondes, où il prend l'aspect de Pocahontas, donc il a la même robe blanche qu'elle, le même collier, et il est maquillé aussi très... Alors, beaucoup plus blanc que Pocahontas pour le coup, mais il est maquillé comme elle. Et la phrase qui passe à ce moment-là, c'est C'est le visage d'ange oui, on parle du visage d'ange de Pocahontas qui dissimulerait en fait des intentions diaboliques. diabolique. Et il y a aussi des marques rouges de fumée dans le ciel qui font un espèce de diable avec des cornes. Une transidentité qui est fortement associée là à des intentions fourbes et malsaines et diaboliques. Alors que Radcliffe est lui-même lu comme un personnage queer codé depuis le début, qui est acteur ou d'une masculinité non traditionnelle, puisqu'il Mhm. prend soin de lui, qu'il fait attention à son apparence. Il a Donc il y des a fards à encore paupières. une fois, comme tu le disais, un rapprochement entre Pocahontas et lui, mais dans son propre discours, il fait comme si ce rapprochement n'existait pas. Mhm. Et après, ben, il y a le fameux passage qui, je pense, m'a fait devenir végane. Non, mais ça, c'est ma lecture par après. Mais la fameuse séquence de torture sur l'ours, où en fait, c'est le moment le plus fort où les Britanniques sont vraiment associés à de la barbarie, ce qu'on reprochait jusqu'à présent, ce que Radcliffe reprochait jusqu'à maintenant à Pocahontas. Et là, ben, on a tout un discours antispéciste sur le fait que Pocahontas voit le mal en fait là où personne le voit. Donc pour Mais elle, c'est vraiment la question l'arbitraire du signe culturel qui est en mm, jeu, puisque là où les Britanniques sont habitués à ce type de spectacle qui est perçu comme un divertissement, Pocahontas nous permet d'incarner une forme de discours antispéciste et qui hurle l'outrage de la torture faite sur les animaux. et puis elle avait déjà ce discours dans le 1, la chanson la plus connue, L'air du vent, où elle dit, moi je sais que la pierre, l'oiseau et les fleurs ont une vie, ont un esprit et un cœur. Ce qui la renvoie directement à justement le fait qu'elle serait plus proche de la nature que les Britanniques, une forme de naïveté comme ça elle aurait été épargnée de la civilisation et qu'elle pourrait communiquer plus facilement de manière émotionnelle avec les animaux. Et qui s'exprime par une non-hiérarchisation des êtres vivants et non vivants d'ailleurs. Oui, et discours qui, je pense, est très parlant pour des enfants en fait.
Oui. qui n'ont pas encore conscientisé justement le fait qu'on utilise des animaux, ne serait-ce que pour s'alimenter. Alors là, il y a Miette qui désapprouve, apparemment, ce que je viens de dire en aboyant. Donc on arrive à la fin du film. Ça va être la scène de l'affrontement final. Donc Pocahontas et John Rolfe s'opposent à Radcliffe et ils n'emmènent pas bien large. Parce que John Rolfe ne veut pas s'abaisser non plus à une conduite qui ne serait pas honorable ou respectable. C'est quand il libère Pocahontas, là? Oui, Ah, ouais. Qu'est-ce que j'avais noté, moi? Ah oui, ben, il y a le retour en force de John Smith, ouais. qui vient à l'aide de John Rolfe, qui est définitivement trop prince charmant pour pouvoir lutter contre un gouvernement qui est corrompu. Donc, on fait revenir John Smith avec sa capuche pour aider Très à... Assassin's Creed avec son petit Ouais, tout à fait. capuchon, Robin des Bois, Bad Boy. Il aurait dû rester avec sa capuche tout du long en fait. Ouais, franchement, Ne retire pas ta capuche, John un Smith. super style. Je suis Et Batman. ouais, I'm Batman. Et donc, on arrive enfin à cette rencontre tant attendue des deux John, de façon très plan-plan. Les deux John. En plus, vraiment, John, c'est le nom lambda de base. Et ça ne fait que souligner à quel point il y a un manque d'originalité dans les prénoms britanniques entre Jacques Ier, bon, allez, Radcliffe. Radcliffe, Wiggins, Jenkins. D'ailleurs, une proximité onomastique entre Wiggins et Jenkins qui fonctionnent un petit peu sur le même registre comique grotesque. Ouais. Mais là, John et John, vraiment des copies presque conformes et qui s'opposent aux prénoms d'autant plus exotiques pour une oreille européenne et sans doute états-unienne aussi, aux noms natifs de Pocahontas, de Nakoma, de Kokum, de Ute, sur lequel on revient dans quelques instants et qui semblent bien un peu originaux. Mais néanmoins, John et John ne sont pas identiques puisque, tu l'as dit, John Smith permet de libérer Pocahontas là où John Rolfe ne pouvait pas réussir. Il a un style étonnant, Il a un style étonnant. John Smith, hein. Ouais. Ça, c'est C'est un une semaine. style de gros beauf. C'est un style de vrai bonhomme. Ouais, il pousse tout John le monde Smith, avec son gros bois. voilà, avec sa grosse poutre. Vraiment, le climax de Disney ne peut pas être moins psychanalytique. L'énorme poutre de John Smith. C'est l'énorme poutre de John Smith, Est-ce que alors que ce serait pas le le pauvre titre? John Rolfe voulait la faire respectable et faire un petit duel, un par un, à l'épée, tous les uns à la suite les uns des autres. Et donc, c'est vraiment une compétition de qui a la plus grosse et de qui a la meilleure façon de combattre, de qui fera le plus preuve de virilité Mm. et qui peut rivaliser avec la grosse poutre de John Smith. Eh ben, pas grand monde, hein. Ben non. Mais il y a vraiment, dans ce deuxième opus, euh, une volonté de rendre John Smith progressivement de moins en moins charmant. De Comme, plus en plus lourdingue. comme s'il y avait déjà un prince charmant, donc lui, forcément, il pouvait plus être charmant, quoi. Parce qu'il y a le moment où il lui dit, donc il revoit Pocahontas, machin, puis elle lui dit, t'aurais pu m'écrire. Et il lui sort une excuse flinguée pour dire qu'il n'a pas donné de nouvelles, quoi. Ouais, Vraiment, aucun effort, le gars. j'avais pas de réseau. J'avais plus de batterie hein, sur mon cellulaire, hein. Et il y a une forme, et puis il y a ce moment où les trois se disputent, qui est ultra cringe, ultra malaisante. De Oui. vraiment, les enfants, arrêtez, ça suffit maintenant, chacun va dans un coin de la pièce et réfléchit à ce qu'il vient de faire. Et effectivement, John Smith, bon, en fait, une fois qu'on a vu le 2 on revoit le un et on se dit, John Smith était un gros beauf depuis le début. Mm. C'est juste on ne l'avait pas vu. Ouais, c'est vrai. Mais là, en fait, la grosse poutre le révèle à une nouvelle lumière. Mais moi, j'ai aucun problème avec John Smith et son capuchon. Tant qu'il restait capuchonné, ça allait. En fait, ça semble hyper tendancieux tout ça. Oui, j'allais dire. Burk. Tant qu'il sort couvert, ça te va. Oui, D'accord. safe sex. Bon, Pocahontas s'isole ensuite, va se démaquiller et enlever certains de ses accessoires. Et là vraiment, il y a le moment de magie
qu'on attendait tous. Il fallait une scène véritablement magique, puisque la scène du magicien n'était pas vraiment magique. Ouais. Et la vraie scène de magie du film, c'est quand Pocahontas se démaquille en se passant un simple filet d'eau de la rivière, qui est la Tamise. Je le rappelle, la rivière, déjà à l'époque, elle est polluée. Elle est flinguée, tous les écoulements des cacas de Londres vont dans la Tamise. Et elle y va, chut, petite lampée sur son visage, et il ressort impeccable. Ouais. Vraiment une désincrustation du maquillage qui a libéré tous ses pores. Et de même, elle défait son chignon qui devait être bloqué par 10 000 épingles en un simple geste. Vraiment avec une facilité insoupçonnée. Ouais. Puis c'est un vrai retour à la nature, quoi. C'est vraiment appuyé fois mille que elle revient à son état naturel. Le reflet dans l'eau, c'est elle en indienne, enfin en native. Et puis on a le retour de la chanson qu'on avait eu au Au début. seuil de mon avenir, 2. Oui, Dans pardon. Pocahontas, 2. Bref. Là, les paroles de la chanson, il y avait une parole qui m'avait un peu tilté, c'était pour le meilleur et pour le pire, souffle la brise vers une terre promise, qui, à mon avis, fait un peu référence au mariage, quoi. Dans La Promesse et les fiançailles, tu veux dire? Ouais, comme si, donc là, elle s'est engueulée avec les deux, elle s'isole, elle se retrouve face à elle-même. Et puis c'est marrant parce qu'elle cherche du regard grand-mère feuillage dans un saule qui n'est pas grand-mère feuillage. Donc elle se Mais retrouve non, puis vraiment. il n'y a qu'un seul arbre à Londres, on le rappelle. Oui, c'est un faux saule. Et du coup, elle se retrouve vraiment seule face à elle-même, littéralement. Et là, il y a cette chanson qui appuie sur le fait que, ben voilà, au début du film, elle savait pas où aller, elle savait plus quoi faire. Et là, elle a retrouvé sens à sa vie puisqu'elle est amoureuse de John Rolfe. Et Smith la traite de folle en lui disant mais tu es folle. Et il prend à partie John Rolfe, dit-lui qu'elle a perdu la tête parce qu'elle refuse. Qu'est-ce qu'elle refuse déjà? Elle dit qu'elle va retourner voir le roi pour pour reparler en fait elle était censée parler de son peuple au bal et puis il l'a un peu envoyé se faire foutre. Du coup elle veut retourner et puis là il la traite de folle, ouais. C'est pas bien, John Smith. Reprends ce que tu as dit. Ouais. Et ça permet à la fois de vraiment conclure le fait de John Rolfe est meilleur que John Smith parce qu'il la traite pas de folle et il l'accepte dans sa différence. Il est pas psychophobe, il est juste misogyne. Ouais. Ouais. Et xénophobe hein, quand même, parce qu'il la préfère quand elle est poudrée et tirée à Bah quatre oui. épingles. Mais Et c'est là qu'elle remet son collier, non? elle remet son collier, donc elle indique qu'elle se redirige vers une apparence qui est la sienne à la base, un retour aux sources, l'eau micellaire magique. Mais elle met son Euh, collier sur la robe, donc sur la robe de bal. Donc il y a un peu une fusion de ces deux identités. c'est une cuisine fusion. Oui. Par amour pour Rolf, elle sait concilier ses origines avec ses futures origines, sa future culture. Avec son alliance, ouais. Oui. Mais néanmoins, ça suppose une mise à l'écart de John Smith. Donc Mhm. c'est renier une forme de civilisation britannique pour en privilégier une autre. Ouais. Donc les deux John se réconcilient hyper rapidement parce il a fallu faire front contre Radcliffe. Et dans cette bataille finale, ce qui m'avait fait sourire, c'était que s'ils avaient été capables de l'emporter sur Radcliffe et sur l'armada britannique, c'était que John Rolfe a emprunté les techniques de combat de Smith et vice-versa. Donc la mise en place d'un effet miroir qui fait prendre à l'un le meilleur de l'autre, Ouais. réciproquement, sans quoi il n'y aurait pas eu de succès. Donc il fallait qu'il y ait une forme de conciliation des deux John pour que il soit triomphant et que Pocahontas puisse obtenir à nouveau un rendez-vous avec le roi. Et cet effet miroir de bataille a peut-être aussi permis aux deux personnages masculins de mieux se comprendre et de voir ce qu'il y avait à prendre chez l'autre, à pouvoir améliorer un peu son propre caractère si tant est qu'un personnage masculin dans un film Disney puisse s'améliorer. Euh, mais quoi qu'il en soit, en fin de compte, John Smith comprend que Pocahontas va le tège et au lieu de bouder comme un gros bébé, ce qu'il fait mais un quart de seconde, on saluera sa maturité exceptionnelle, qui fait qu'il s'incline face à John Rolfe et souhaite à Pocahontas tout le meilleur
Mais ça pose problème, parce que c'est quand même une fin hyper expéditive et qui ne tient pas compte de la psychologie qu'on a mis en place petit à petit pour ces deux personnages. Mhm. Surtout que la psychologie de John Smith, on la connaît depuis le premier. Et il n'était pas du genre à se laisser dérober quelque chose qu'il estimait être le sien. Et on se souvient qu'il estimait que le cœur des femmes, et donc le cœur de Pocahontas, c'était une terre qu'il avait conquise. Ouais. Il a planté son petit drapeau. Et littéralement, on le voit planter son drapeau dans le 1. Il y a toute cette symbolique du fanion. Mais là, donc, le dénouement est bien trop rapide pour être crédible. Mais néanmoins, les animateurs et les animatrices en ont sans doute marre et il faut mettre fin à ce film qui a déjà par trop duré. On va peut-être chercher à conclure. Donc là, John Smith se détourne de Pocahontas et de John Rolfe et on ne le revoit pas. Après, c'est fini. Bye bye John Smith à d'autres aventures. Peut-être qu'il ira ailleurs trouver une autre princesse à séduire. Ouais, c'est vrai que c'est très bâclé cette fin, et puis c'est vraiment ouais, parfaire un peu ce truc de rendre John Smith vraiment insupportable et fuckboy au possible, de qu'il tient même plus à Pocahontas, quoi. Donc il a vraiment renié toutes ses valeurs et tous ses sentiments. Ouais, c'est vraiment très bizarre. Et puis c'est un peu aussi, je pense, une volonté de renouer avec le fait que ben, dans la vraie vie, Pocahontas a fini avec John Rolfe, mais fait de manière très les pieds dans le plat, quoi. Oui, et puis dans la vraie vie, Ouais, donc bah oui, c'est pas du tout romantique, hein. attention, trigger warning. Ouais. Dans, dans la vraie vie, les personnages masculins n'ont pas demandé la permission à Pocahontas pour lui prendre sa terre promise. Ouais. John Rolfe ne peut normalement pas suivre Pocahontas parce que il obtient de Jacques Ier un poste prestigieux qui est censé le faire rester à Londres. On voit que Pocahontas est très déçue. Mhm. Et il y a toute cette scène un peu bizarre où elle le cherche sur le quai. On s'attend évidemment à ce qu'il soit là, donc c'est ce qui rend le bizarre de la scène, parce que elle ne rencontre que Mrs. Jenkins, qui s'étonne aussi de l'absence de John Rolfe. Ah, il devrait au moins te dire au revoir, tout ça. Qui la confond avec le cul d'un cheval, quand même, On va lui indiquer l'adresse d'un opticien. hein. C'est hyper raciste. Bah oui. C'est hyper raciste. Mrs. Jenkins, tu ne peux pas être raciste comme ça. Ça Ouais. suffit maintenant. Ça n'excuse pas tout, hein, de pas avoir de lunettes. Et donc, dans un plot twist que personne n'a vu venir, oh là là, John Rolfe est finalement présent sur le quai, non pas pour dire au revoir, mais Pour conclure. pour conclure, pour finalement dire qu'il accompagnera Pocahontas jusqu'à chez elle. Donc, ils montent à deux dans le bateau. Mais là aussi, l'intrigue est bâclée. Ils se font un tout petit bisou. Ouais. Et hop, emballé, c'est plié. On y va. Et aussi vite que Smith a disparu de l'histoire, Pocahontas et John Rolfe s'en retournent vers la Nouvelle-Virginie. Et c'est tellement bâclé qu'il y a vraiment, bah, je crois que tu l'as déjà dit, mais qu'il a conquis la femme, donc pas de problème, il peut retourner sur ses terres de Virginie et il sera accepté par tout le monde parce qu'il a C'est vrai. conquis la femme, quoi. Il lui a pas du tout demandé si elle avait envie qu'il vienne. Bah non, puis ça suppose quand même que s'ils sont ensemble, que lui, il va prendre un petit peu, voire tout, de son pouvoir auprès de sa tribu, quoi. Donc, un peu facile, quoi, Un peu facile, John Rolfe. d'être un mascu. Euh, Signalons quand même que Pocahontas, lorsqu'elle monte le bateau, est désormais, puisqu'elle a su concilier sa part native et sa nouvelle identité de civilisée, ne monte plus sur le bateau va-nu-pied, mais porte désormais des chaussures. Donc elle n'a pas tout perdu de son voyage londonien. Elle a désormais la voûte plantaire protégée. Bon, ils auraient quand même pu lui mettre des chaussures à talons, quand même. Je trouve que c'est un peu abusé. Des talons aiguilles. Des talons aiguilles. Et ça nous fait une bonne petite transition pour Outé qui reste au Royaume-Uni. J'ai pas regardé si le nom de Outé était autrement dans la version originale ou si c'était une traduction française pour permettre les blagues. C'est marrant, il n'est pas dans la liste des personnages. Non, parce que c'est tout à fait OK de passer outre les personnages secondaires, c'est comme s'ils comptaient pas.
Alors que quand même, c'est à lui qu'on doit la meilleure vanne de tout le film, qui est que la fonction principale d'Outé, outre de surveiller ou de protéger Pocahontas, était de dénombrer le nombre d'individus qui peuplent la ville de Londres. Et il part avec un bâton pour entailler à chaque fois un coup de couteau équivaut à un habitant. Ouais. Et il se retrouve très vite avec plus qu'un petit cure-dent et on voit le bâton passer de sceptre de branches en bois massif à petit cure-dent ridicule. Et c'est quand même la meilleure blague visuelle de tout le film, à mon sens. Ouais, c'est vrai. Donc dans la version anglaise, américaine, il s'appelle Outil, mais alors je sais pas comment ça se prononce, mais Mais il doit y avoir cette blague sur le thé quand même. bah oui, ça marche aussi en anglais. Donc Outé est un personnage problématique à bien des égards Oui. Déjà, il dans parle sa pas. représentation. Il est muet, ou il ne Il, parle même pas avec Pocahontas, en tout cas. Il ouais. émet juste des sons. Il est là pour la protéger, mais sous-entendant qu'elle n'est pas capable de le faire seule. Et son père n'a pas jugé bon de lui confier, de la confier sous la responsabilité de quelqu'un qui serait plus communicant, plus bavard, plus sympathique. Ouais. Donc il y a un côté problématique de sa propre personnalité, mais qui vise à le représenter aussi sous les formes d'une animalité mal contrôlée. Bah, il paraît plus animal encore que Meko et les autres acolytes de Mais Pocahontas. et c'est à cause du mutisme, parce que Ouais, finalement, Meko, Flitz et les autres animaux et Percy ont des mimiques, des caractéristiques anthropomorphiques sur le visage qui font qu'on comprend leurs intentions et leurs émotions, là où le visage douté reste délibérément fermé et ouais. presque menaçant. Mais il a un petit côté un peu monstre de Frankenstein, Mm. du fait de son mutisme et de sa taille, qui il domine physiquement tout le monde. Et il a quand même un côté de plus en plus cringe. Moi, je me rappelais pas à quel point la séquence du bal où il est bien habillé et que toutes les dames âgées du bal lui font des clins d'œil, c'était horrible à regarder. C'est vraiment, mais je pense pour un enfant, c'est peut-être pas autant perceptible que c'est malaisant, mais c'est très, il est hyper sexualisé, quoi. C'est vraiment ce stéréotype de l'homme à la peau sombre qui est une bête de sexe aux yeux des Européennes, quoi. Et à la fin, À il la est... fin, il est recueilli par Mrs. Jenkins de la même façon qu'elle recueille l'ours. Et tu as noté à quel point ils partagent cette même couleur de peau, une taille similaire, et que il est tout à fait autorisé du coup pour les spectateurs, spectatrices de les confondre, de prendre l'un pour l'autre si ça nous intéresse. Ça ne nous intéresse pas. Mais le fait qu'on le présente à la toute fin, engoncé dans des vêtements hyper étroits, doit être compris et reçu par les spectateurs, spectatrices comme un gag, mais s'avère pour moi hyper inconfortable, parce qu'on est censé comprendre que le bon sauvage, ou en tout cas le sauvageon, aurait été domestiqué, au même titre que l'ours d'ailleurs, qui partage désormais le foyer de Mrs. Jenkins, qui devient donc la propriétaire de deux bêtes avec des guillemets pour le prix d'une. Donc elle va pouvoir ouvrir un cirque de monstration, un freak show en fait, qui a été et Outé participait à cette représentation circassienne depuis le début du film. Mais lorsque Mrs. Jenkins lui lance sur le ton de la blague, allez viens Outé, on va faire le thé. Donc certes, il y a une forme de blague par le jeu de mots, mais qui dit quelque chose aussi du rabaissement, de l'humiliation, de la servitude à laquelle il est contraint. Ouais, Surtout si on prend en considération toutes les blagues sur le thé qu'il y a eu depuis le début, avec toutes les blagues qui font que les Britanniques ne sont connus que pour le thé, Mrs. Jenkins ne fait que du thé. Donc il y a cette forme de running gag qui enferme Outé dans une domesticité qui ne peut être que comique, qui ne peut être que ridicule. ouais. Et j'ai pas l'impression, enfin, on est censé le comprendre que le fait qu'il reste en Angleterre soit une volonté de sa part, mais c'est étrange. Ça dissonne un peu. Pourquoi est-ce qu'il resterait, lui qui s'est promené torse nu du début à presque jusque la fin,
déciderait d'un coup l'inconfort des vêtements des sociétés européennes et pourquoi accepterait-il d'être domestiqué comme un ours sauvage qu'on se plairait à faire pavaner et à qui on apprendrait des tours. Surtout que tout le long du film, on l'a toujours montré comme refusant de se plier aux contraintes de la vie civilisée. Par exemple, il va jamais dans le carrosse, il court, il préfère courir derrière le carrosse plutôt que monter dans le carrosse. Voilà, il Mm. était le jalon qui permettait de rappeler à tout moment d'où venait Pocahontas. Ouais, mais Donc là non plus, la fin ne fait pas sens. c'est l'absence de mère, c'est parce qu'il n'a pas eu de mère, donc il voit en Mrs. Jenkins sa mère. Je voulais peut-être, pour conclure, signaler à quel point toute la civilisation britannique dominante n'était que masculine, à l'exception de la reine, qui est présentée comme le seul personnage sensé, rationnel de la cour du Royaume-Uni. Comme elle est l'épouse de Jacques Ier, Wikipédia me dit que l'épouse réelle de Jacques Ier est Anne de Danemark, donc supposons qu'il s'agisse d'Anne de Danemark. Peut-être que le fait qu'elle soit censée vient aussi et qu'elle fasse cette passerelle de facilitation, de modération envers Pocahontas, qui vient comme ambassadrice de son peuple, vient aussi du fait qu'elle a elle-même subi un mariage arrangé entre les royaumes, Ah oui, qui expliquerait son indulgence pour une autre princesse exportée qui aurait du mal à se faire aux usages d'une autre culture que la sienne. Mais en tout cas, heureusement, pour conclure, qu'elle est là pour sauver la situation, parce que les autres personnages masculins en position de pouvoir sont tous plus aveugles les uns que les autres et ne sont gouvernés que par leur propre désir individuel, au détriment des pactes et des relations diplomatiques qu'il y a en jeu. ouais. Et c'est grâce à son regard bienveillant à elle posé sur Pocahontas que Pocahontas se sent de parler sa vérité, comme elle le dit. Et puis que c'est un des seuls actes de courage et vraiment d'agentivité de Pocahontas dans cet opus, quoi. C'est sous le regard de cette reine. Que des queens. Ouais, franchement. C'est l'heure du dernier segment que nous intitulons Ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. Il s'agit donc de la conclusion de l'épisode. Une des premières choses que tu m'as dit Oui, quand tu as revu le film, c'était à quel point ça faisait écho avec une certaine citation de Simone de Beauvoir. Donc ouais. peut-être que pour conclure sur justement la question d'une lecture queer et féministe et genrée, on pourrait, bon déjà, euh, on n'est ni l'une ni l'autre spécialiste des questions post-coloniales ou de la décolonisation. Donc on a fait ce qu'on pouvait sur ces questions et comment ne pas les aborder sur ce film. Mhm. Et en même temps, en termes de représentation de masculinité et de féminité, il y avait quand même beaucoup à dire. Ouais, oui, c'est clair. Alors, est-ce que tu veux que je lise la citation? Vas-y. Donc, c'est extrait du Deuxième sexe de Simone de Beauvoir. Et c'est un passage où elle explique le rôle principal qui est attribué aux femmes dans la société patriarcale. Donc, je cite, Trésor, proie, jeu et risque, muse, guide, juge, médiatrice, miroir, la femme est l'autre dans lequel le sujet se dépasse sans être limité, qui s'oppose à lui sans le nier. Elle est l'autre qui se laisse annexer sans cesser d'être l'autre. Et je trouvais que ça faisait beaucoup écho à la chanson qui est chantée donc à la fois par Radcliffe et John Smith dans le premier opus, qui s'appelle L'Or de Virginie, où justement John Smith fait un parallèle entre une terre que l'on gagne comme on prend le cœur d'une femme. Donc ça m'a fait penser à cette citation où justement Simone de Beauvoir parle de la femme comme un autre qui se laisse annexer. Donc il y a cette idée de coloniser la femme comme on colonise la terre et qu'on est condamné en tant que femme à être que l'autre, avec un A majuscule, de l'homme. C'est ce qu'on retrouve aussi dans Un monde nouveau, parce que là où le point de départ, c'est le point de vue très spécifique de Pocahontas sur Londres, dans Un monde nouveau, on retombe finalement dans les mêmes travers du male gaze, où Pocahontas n'est réduite qu'à essayer de se conforter physiquement, gestuellement, socialement, aux attentes non pas d'un homme, mais de deux hommes, et de en fait toute une société pour pouvoir s'assurer
de la survie ou de la bonne entente de son peuple avec le royaume britannique. Donc Oui. il y a aussi cette idée que Pocahontas doit dépasser son statut de fille de chef de tribu, doit dépasser son rôle de femme native pour devenir une femme aux mœurs et aux mœurs correctes, à la bonne compréhension des protocoles de la société royale, doit savoir danser, doit savoir donc bien se comporter, avoir une posture digne qui va aussi, donc on rappelle, c'est vraiment cette scène centrale des essayages où elle se fait poudrer, tirer les cheveux, enfermée dans un corset, et qui est malheureusement tellement d'actualité encore aujourd'hui. Oui. Et qui est peut-être d'autant plus encore d'actualité pour les femmes de couleur. Donc là, on ne parle pas en tant que concernée, mais on voit bien tout ce qu'il y a de problématique dans ce film d'animation, qui a trait à, certes, la contrainte, la contrefaçon du corps féminin, le déguisement de l'apparence du corps féminin pour satisfaire un regard qui serait évidemment fondamentalement masculin, et d'autant plus du corps féminin non blanc qui aurait d'autant plus à s'aligner sur un corps qui serait attendu comme étant blanc et filiforme et silencieux et avec une façon de parler qui serait jugée convenable. Donc il y a tout un propos féministe et toute une question sur les représentations genrées qui peuvent être abordées grâce, si ça peut servir à quelque chose, ce film, grâce à Pocahontas, un monde nouveau, qui a été notre sujet aujourd'hui. Waouh, La petite pirouette professorale. bravo. Bon, ben voilà, je crois qu'on a tout dit, hein. Ouh. Je parcours les villes et les continents à bord de mon joli petit train. Je le fais toujours en chantant. Je trouve ça plus amusant. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Il était une suite. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à le partager et à venir nous en parler peut-être. À bientôt pour le 2e épisode. Ciao!